Bienvenue, je suis Landry Simo, professeur de finance au Royaume-Uni, expert en neuroéconomie et en neurosciences de la décision. Laissez-moi vous poser une question qui va peut-être bousculer vos idées reçues. Et si je vous disais que pour devenir millionnaire facilement, il faut aller en Afrique? En d'autres termes, si je vous disais que il est plus facile de s'enrichir en Afrique que nulle part ailleurs au monde, oui, vous avez bien entendu. Tandis que les marchés occidentaux se saturent, vieillissent, l'Afrique est aujourd'hui un continent jeune, en pleine explosion démographique et économique. Imaginez un terrain vierge, rempli d'opportunités inédites, où l'innovation, la jeunesse et les ressources naturelles créent un dynamisme unique dans le monde. Dans cet épisode, nous allons lever le voile sur ce potentiel immense du continent africain. Cet épisode est structuré en trois parties. D'abord, nous verrons dans la première partie pourquoi l'Afrique, avec ses défis, est un terreau d'opportunités inégalées. Ensuite, dans la deuxième partie, je vous dévoilerai les techniques neuroscientifiques pour renforcer votre résilience, votre motivation et vos chances de réussir dans cet environnement en constante évolution. Enfin, dans la troisième partie, vous découvrirez des stratégies pratiques pour financer et pérenniser votre entreprise, que ce soit en profitant de plateformes de financement occidentales ou même en bâtissant des réseaux de confiance locaux. Donc des réseaux qui sont essentiels pour se faire une place sur le continent. Je partagerai également des secrets et des astuces méconnus, utilisés par, on va dire, les plus grands experts pour vous démarquer en Afrique et ainsi attirer des capitaux étrangers sans aucune barrière. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir une série de techniques scientifiques et financières qui feront la différence pour votre réussite entrepreneuriale en Afrique. Donc, cet épisode est une invitation, une porte d'entrée vers des perspectives que le monde commence à peine à réaliser. Vous êtes prêts à saisir ces opportunités? C'est maintenant ou jamais. Pour commencer, laissez-moi vous dire une vérité contre-intuitive. Aujourd'hui, si vous voulez devenir millionnaire, il vaut mieux aller en Afrique. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est en Afrique que se dessinent les nouvelles frontières de la richesse. Et pourtant, cela peut surprendre, car trop souvent, le continent africain est associé aux difficultés économiques, à la pauvreté et même à l'instabilité. Mais imaginez un instant que toutes ces idées reçues soient fausses, ou en tout cas largement exagérées. Imaginez qu'au contraire, l'Afrique soit un terrain d'opportunités sans égal, un endroit où les marchés explosent, où la jeunesse est plus nombreuse et plus énergique que n'importe où ailleurs dans le monde. Et un endroit où l'innovation se développe à un rythme incroyable. Donc aujourd'hui, l'Afrique n'est pas seulement le futur, elle est déjà un lieu où il est plus facile de bâtir des empires financiers, de lancer des entreprises prospères, de saisir les opportunités que le reste du monde ne peut tout simplement plus offrir. Il faut le comprendre. Maintenant, mettons les choses en perspective. Prenons un instant pour réfléchir aux caractéristiques de l'Afrique qui font de ce continent, qui font du berceau de l'humanité, un terrain fertile pour ceux qui cherchent à se constituer une fortune. Premièrement, il y a la démographie. Savez-vous que l'Afrique abrite la population la plus jeune au monde? Plus de 60% des Africains, j'ai vérifié encore les stats, donc 60% des Africains ont moins de 25 ans. Cela signifie quoi en termes d'économie? Cela signifie qu'il y a un potentiel gigantesque de croissance et de consommation. Ces jeunes, ce sont des consommateurs, ce sont de futurs entrepreneurs, ce sont des innovateurs. Pendant que les sociétés occidentales vieillissent, stagnent et peinent à se renouveler, l'Afrique est en train de construire son avenir avec une force de travail jeune, motivée et prête à changer le monde. Imaginez ce que cela signifie en termes de marché. Un continent où chaque année, des millions de jeunes adultes arrivent prêts à consommer, prêts à innover, prêts à entreprendre. Ce type de croissance démographique est tout simplement impossible dans des économies vieillissantes comme celle de l'Europe ou même du Japon. Mais peu de gens le réalisent. Et ce potentiel, ce n'est pas seulement un hasard.
il ne s'agit pas simplement de chiffres démographiques, il s'agit d'une opportunité économique réelle et on ne peut plus tangible. Lorsque des populations jeunes se rencontrent dans un marché en développement, cela crée une énergie, un dynamisme unique. Et ce n'est pas tout. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas au sujet de l'Afrique, c'est que des fonds d'investissement et des gouvernements occidentaux eux-mêmes reconnaissent désormais ce potentiel énorme et unique. Moi-même, ayant assisté à plusieurs réunions où les grandes puissances économiques mondiales discutent de leurs plans, je peux vous dire que l'intérêt pour l'Afrique est immense et en constante augmentation. Les fonds d'investissement se créent. Des programmes spécifiques pour soutenir des entreprises, ou plutôt l'entrepreneuriat africain, se multiplient. Et ce n'est pas un hasard. Les puissances, les grandes puissances, j'entends, les grands capitaux savent que l'avenir se trouve en Afrique. Mais pourquoi cet intérêt? Pourquoi cet intérêt pour l'Afrique? C'est une question de retour sur investissement. Prenez les marchés africains. Contrairement aux marchés occidentaux qui sont saturés, l'Afrique est un terrain vierge ou presque vierge pour de nombreuses industries. Dans les pays développés, le moindre secteur est déjà occupé, structuré, régulé. Les marges sont faibles et la concurrence féroce. Mais en Afrique alors, en Afrique, de nombreux secteurs sont encore en cours de structuration, en cours de découverte. Il est possible de créer des marchés, d'innover, de bâtir des entreprises avec des potentiels de croissance vertigineux. Et je pèse mes mots. Donc, c'est ce que les investisseurs internationaux voient et ce qu'ils recherchent. Il y a un champ des possibles ici, en Afrique, qui n'existe plus dans les économies matures, en Europe, en Amérique du Nord. Donc, en termes d'opportunités, l'Afrique est comme, on va dire, une terre de pionniers. Des risques, certes, mais des récompenses qui peuvent dépasser toutes les attentes imaginables. Prenons un exemple précis. Les technologies financières, donc les fameuses fintech, en Afrique, l'accès aux services bancaires reste limité pour une large partie de la population. Mais cette situation a créé un besoin et, avec lui, un champ d'innovation. Des entreprises comme M-Pesa ou au Kenya ont transformé la manière dont des millions de personnes gèrent leur argent. Avec un simple téléphone mobile, il est désormais possible de réaliser des transactions financières internationales, sans compte bancaire, sans carte de crédit. Et cette révolution est purement africaine. Donc, c'est un modèle qui attire maintenant l'attention du monde entier. Vous imaginez le potentiel? Dans les pays où les infrastructures bancaires traditionnelles sont moins présentes, l'innovation a pu exploser et ainsi atteindre des niveaux impensables en Occident. Et c'est aussi le cas de nombreux secteurs en Afrique où l'innovation est portée non pas par le luxe ou le confort, mais par la nécessité et la créativité face aux contraintes de la vie de tous les jours. Laissez-moi vous donner un autre exemple concret qui illustre pourquoi l'Afrique est aujourd'hui un terrain de jeu unique pour ceux qui cherchent des opportunités de croissance. Pensez aux ressources naturelles. L'Afrique possède environ 30% des réserves mondiales de ressources minérales, de métaux rares comme le cobalt, le lithium, le manganèse, des éléments indispensables pour l'électronique, pour les batteries de voitures électriques et les énergies renouvelables. Savez-vous que le cobalt congolais représente environ 60% de l'approvisionnement mondial de ce métal critique? 60%. Imaginez cela un instant. Nous vivons une transition énergétique mondiale avec des pays comme les États-Unis, la Chine, hein, qui cherchent à électrifier leur transport, à diminuer leur empreinte carbone. Mais cette transition dépend de ressources que l'Afrique détient en quantité massive. Il faut bien qu'on se le dise. Et ce que cela signifie pour ceux qui sont sur le continent ou pour ceux qui sont prêts à y investir, c'est une opportunité presque inédite. Dans les pays occidentaux, ces ressources sont rares et déjà largement exploitées, ce qui rend leur extraction de plus en plus coûteuse. Mais en Afrique, il y a encore des réserves inexploitées. Et c'est là où d'autres continents voient des barrières, donc la géographie, les infrastructures et le manque de capital. Mais l'Afrique voit des solutions, des opportunités. Le fait est que euh, de nombreux investisseurs et même des entreprises sécuriser des ressources naturelles en Afrique, c'est s'assurer une place de choix
dans l'économie mondiale de demain. Maintenant, si l'on prend un instant pour réfléchir au développement technologique en Afrique, l'on se rend compte, sans beaucoup attendre d'ailleurs, sans beaucoup chercher, que le continent est bien plus avancé que certains pourraient le penser. Je reviens donc au secteur des technologies financières, la fintech. En Afrique, près de la moitié de la population n'a pas accès aux services bancaires traditionnels. Mais cette réalité a déclenché une véritable révolution de l'innovation numérique. Plutôt que de voir cela comme un obstacle, les entrepreneurs africains, et même internationaux d'ailleurs, ont vu une immense opportunité. C'est ainsi que sont nés des géants comme M-Pesa dont j'ai parlé tout à l'heure au Kenya. Donc un service de paiement mobile qui permet aux gens d'envoyer de l'argent, de payer des factures et même d'épargner simplement en utilisant leur téléphone. Pensez-y. Dans un continent où les infrastructures bancaires sont limitées, la technologie mobile a permis à des millions de personnes de participer à l'économie de manière, on va dire, on ne peut plus active. Aujourd'hui, M-Pesa n'est plus seulement une application, c'est une institution économique en Afrique de l'Est et un modèle que le monde entier observe avec un intérêt croissant. Je peux vous le dire, je discute avec des fonds d'investissement. Donc, ce modèle d'innovation, il est unique à l'Afrique. Les défis se transforment en opportunités et cela ne s'arrête pas au paiement mobile, car il y a également des startups dans les domaines comme la santé, l'éducation et même l'agriculture qui utilisent aujourd'hui la technologie pour répondre à des besoins essentiels de la population. Donc ces solutions ne viennent pas nécessairement des gouvernements ou même de grandes institutions, mais des entrepreneurs eux-mêmes, des jeunes Africains eux-mêmes qui comprennent les besoins spécifiques de leur communauté et ainsi y répondent avec une agilité que l'on retrouve rarement ailleurs. Il faut bien qu'on se le dise. Donc cet écosystème entrepreneurial et innovant est en pleine explosion et cela attire l'attention des investisseurs du monde entier. Du monde entier. Maintenant, en parlant d'investissement ou d'investisseurs, un phénomène encore méconnu, mais on va dire significatif, est l'engouement des fonds d'investissement internationaux pour l'Afrique. De nombreuses réunions auxquelles j'ai personnellement eu l'occasion d'assister se concentrent aujourd'hui sur, on va dire, les stratégies à adopter pour ne pas manquer la prochaine grande opportunité de croissance sur le continent africain. En Occident, c'est un fonds d'investissement alloue désormais des portefeuilles entiers à des projets en Afrique. Conscient que des marchés matures comme l'Europe et l'Amérique du Nord n'offrent plus les mêmes perspectives de rendement. Les grands fonds comme Sequoia et même SoftBank investissent de plus en plus dans des startups africaines, ce qui montre bien que le potentiel est réel et surtout que le timing est essentiel. Pour ces géants de l'investissement, les opportunités de croissance ne se trouvent pas là où elles étaient auparavant, c'est-à-dire il y a de cela 10 ans ou même 20 ans. Elles sont ici, en Afrique. Et si l'on prend du recul et qu'on observe les statistiques et les tendances, un message clair ressort. C'est maintenant ou jamais pour ceux qui veulent construire une fortune en Afrique. C'est maintenant ou jamais. En Occident, les marchés sont saturés, les barrières d'entrée sont élevées, les marges sont souvent minimes, infinitésimales, j'allais dire. En Afrique, au contraire, les opportunités sont multiples et les barrières d'entrée beaucoup plus faibles pour les investisseurs qui comprennent le contexte local. Donc, l'Afrique n'est pas un terrain où l'on se contente de suivre des modèles. C'est un terrain où l'on peut créer de nouveaux standards, établir de nouvelles industries et ainsi inventer de nouvelles manières de faire des affaires. Il est facile de construire des empires, à condition de s'y prendre de la bonne manière. Donc, pour conclure cette première partie, comme je l'ai promis, hein, je vous pose une question. Si les grandes puissances économiques du monde commencent à orienter leurs regards, leurs ressources et même leurs investissements vers l'Afrique, pourquoi ne le feriez-vous pas? Et pourquoi? La dynamique est en marche. Et ceux qui prennent position aujourd'hui seront ceux qui bénéficieront demain. L'Afrique n'a pas seulement un potentiel de croissance économique, elle a également des atouts uniques en termes de résilience cognitive, en termes d'adaptabilité mentale que peu d'observateurs étrangers comprennent pleinement.
Les défis passés et présents auxquels les Africains ont été confrontés ont en effet forgé une capacité unique à naviguer dans l'incertitude et à prospérer dans l'adversité. Et cette résilience cognitive qui se manifeste dans la vie de tous les jours est aujourd'hui l'un des plus grands atouts du continent et donc des Africains que nous sommes. Des recherches en neurosciences et en psychologie montrent clairement que les individus exposés à des environnements incertains et des environnements changeants développent un cerveau plus apte à gérer le stress, à prendre des décisions rapides et ainsi à s'adapter à des situations nouvelles. Donc en Afrique, ces compétences sont devenues quasiment instinctives, alors que beaucoup de régions du monde occidental connaissent un certain confort de vie qui les maintient dans des schémas cognitifs rigides, dans la complaisance, dans certains cas d'ailleurs. Mais les Africains développent une capacité d'adaptation mentale croissante. C'est une réalité qui est confirmée par la recherche sur la neuroplasticité et l'épigénétique. L'exposition répétée aux changements et aux défis stimule le cerveau, n'est-ce pas, à renforcer les circuits de résilience et également les circuits de flexibilité mentale qui sont essentiels. On peut penser par exemple aux marchés financiers africains qui sont souvent soumis à de grandes volatilités et où les investisseurs dépendent non seulement des facteurs économiques, mais aussi des contextes politiques, climatiques et même sociaux qui changent en permanence. Et pour ceux qui opèrent sur ces marchés, qu'il s'agisse d'entrepreneurs locaux ou même d'investisseurs étrangers, la tolérance au risque et la rapidité de prise de décision sont primordiales. La tolérance au risque est un élément essentiel dans les neurosciences de la prise de décision. Elle est directement liée à la dopamine, donc la molécule clé de la motivation et de la perception de la récompense. Les Africains, par l'exposition constante aux incertitudes, ont une réaction dopaminergique accrue qui les aide à anticiper la récompense potentielle malgré les risques qu'ils perçoivent. En d'autres termes, ce qui pourrait être perçu comme une situation risquée ailleurs est vu en Afrique comme une opportunité. Je dis bien une opportunité. Alors, parlons un peu de l'épigénèse et de la transcription de la résilience. C'est un thème qui me fascine beaucoup personnellement. Un autre facteur unique que les plus grands experts de la psychologie et même de la génétique explorent aujourd'hui est l'impact de l'épigénétique sur les populations africaines. Des études montrent que les événements traumatisants vécus par les générations précédentes peuvent littéralement se transmettre à travers les gènes. Littéralement. Ainsi, les individus dont les ancêtres ont survécu à des périodes d'adversité extrême, colonisation, esclavage, guerre, famine, ont souvent développé des gènes qui facilitent la gestion du stress et même l'adaptabilité. Donc, ces prédispositions, loin d'être un fardeau, sont aujourd'hui des atouts précieux dans un monde où l'incertitude est devenue la norme. Il faut bien qu'on se l'admette. Il est aussi surprenant de constater que cette résilience transmise génétiquement favorise le développement de comportements proactifs et donc des comportements créatifs chez les jeunes générations. Contrairement aux sociétés plus stabilisées où l'incertitude est perçue comme, on va dire, un frein à l'action, les jeunes Africains ayant été exposés indirectement aux récits de survie et même de résilience sont souvent plus enclins à s'engager dans des projets entrepreneuriaux et ainsi à saisir des opportunités même dans des conditions difficiles. Cela explique en partie pourquoi le nombre de startups africaines explose dans des secteurs comme la fintech, l'agriculture et la technologie. Et d'ailleurs, si vous voyez les entreprises qui sont créées dans les pays occidentaux, elles sont généralement créées par des immigrés. Donc, si nous comparons la psychologie du risque en Afrique et en Occident, nous découvrons des différences majeures. En Occident, les individus ont tendance à éviter le risque en raison d'une recherche de sécurité constante et donc de la peur de perdre ce qu'ils possèdent déjà. Mais cette aversion au risque est en partie due à une exposition limitée aux situations d'incertitude extrême et donc à la satisfaction d'avoir atteint un niveau de vie stable. Cependant, en Afrique, où les réalités sont plus volatiles, le risque est perçu différemment. Il est souvent associé à une opportunité potentielle de changement, de croissance et donc d'amélioration des conditions de vie. En neurosciences encore, de la décision, on montre que
La perception du risque et de la récompense est modulée par le cortex préfrontal, donc qui est juste situé là derrière, et également par le système dopaminergique. En Afrique, les individus exposés à des environnements riches en défis développent donc un système dopaminergique qui est particulièrement réactif aux potentielles récompenses. Ils sont donc plus aptes à prendre des décisions basées sur des gains potentiels, même si ces décisions impliquent des risques. Et c'est précisément cette capacité à prendre des risques calculés qui permet aux entrepreneurs africains d'entrer dans des marchés encore peu explorés, créant ainsi des opportunités uniques. Et comme je l'ai dit, la plupart des entreprises créées dans les pays occidentaux sont créées par des immigrés africains et d'autres parties du monde. Dans le secteur de la fintech est l'un des exemples les plus parlants de cette vision africaine unique du risque et même de la récompense. En raison du manque d'accès aux banques traditionnelles pour une grande partie de la population africaine, des solutions numériques ont émergé et ont permis à de millions de personnes de gérer leur argent, de faire des transactions et même de participer activement à l'économie. Les startups africaines de la fintech telles que Flutterwave, qui est nigériane, Paystack ou même M-Pesa, ont compris l'importance de combler ce fossé. Ce n'est pas seulement une réponse au manque d'infrastructures bancaires, mais une redéfinition de ce que la banque signifie au XXIe siècle. Ce succès ne repose pas uniquement sur une innovation technique, mais aussi sur une mentalité audacieuse et adaptative qui est commune chez les entrepreneurs africains, chez les jeunes africains en général d'ailleurs. Là où un banquier traditionnel verrait une absence de réseau physique comme un problème insurmontable, les innovateurs africains y voient un défi motivant, une opportunité de se surpasser. Ces fintechs démontrent qu'en Afrique, les contraintes peuvent générer des idées révolutionnaires et donc des entreprises florissant, des empires industriels. Maintenant, parlons des fonds d'investissement étrangers et la course pour ne pas manquer l'opportunité africaine. Je parle bien de la course pour ne pas manquer l'opportunité africaine. Je vais maintenant vous parler de ce que seuls les grands initiés savent, vraiment. Aujourd'hui, les fonds d'investissement internationaux sont engagés dans une course frénétique pour pénétrer le marché africain. Une course frénétique. Des entreprises de renom comme Sequoia Capital, SoftBank et bien d'autres qui historiquement se concentraient sur la Silicon Valley commencent à orienter une partie de leurs investissements vers des startups africaines. Il y a des portefeuilles entiers qui sont créés à cet effet d'ailleurs. Ils comprennent quelque chose que le public ignore encore. L'Afrique est à un tournant décisif. Ces fonds savent qu'intervenir maintenant, c'est s'assurer une place dominante dans des marchés qui vont croître de manière exponentielle au cours des prochaines années, des prochaines décennies. Ce n'est pas seulement par philanthropie ou même par vision humanitaire, l'on s'en faut, c'est une stratégie froide, fondée sur des projections de rendement. L'Afrique, avec sa croissance démographique, avec ses réserves de ressources naturelles et son dynamisme entrepreneurial, représente un gisement d'opportunités qui, s'il est bien exploité, pourrait redéfinir les normes de rentabilité. De plus, les investisseurs sont conscients de la résilience cognitive et de l'esprit entrepreneurial qui anime le continent. Ils savent que les entrepreneurs africains ont une approche du risque qui va bien au-delà des normes habituelles et qu'ils sont prêts d'ailleurs à s'engager dans des secteurs inexplorés, à prendre des risques mesurés, mais avec un potentiel de rendement exponentiel. De plus en plus, les stratégies d'investissement global se tournent donc vers l'Afrique comme la nouvelle frontière à ne pas manquer. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette explosion d'intérêt ne concerne pas uniquement les grands projets industriels ou même les startups technologiques. Elle inclut aussi des initiatives à plus petite échelle, telles que les programmes d'incubation pour les entrepreneurs locaux, des fonds de microfinance pour les petites entreprises, et également des programmes de formation ciblant spécifiquement la jeunesse africaine. Donc, les investisseurs savent que, eh bien, ce sont ces petites entreprises, les moyennes entreprises également, locales, qui forgeront l'économie africaine de demain. Par conséquent, ils allouent des budgets et des ressources à des initiatives qui favorisent l'inclusion financière et même l'entrepreneuriat de base, voyant là un levier essentiel pour la croissance rapide du continent. Il faut bien qu'on le comprenne tous ensemble. Un autre point à mentionner ici est l'essor des énergies renouvelables en Afrique.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'Afrique est en train de devenir l'un des leaders mondiaux dans l'adoption des énergies vertes. Avec son ensoleillement abondant, le potentiel pour les énergies solaires et éoliennes est gigantesque. De nombreux pays africains, notamment le Maroc, le Kenya, l'Afrique du Sud par exemple, investissent massivement dans des infrastructures pour les énergies renouvelables. La centrale solaire Nord au Maroc, l'une des plus grandes au monde d'ailleurs, en est un exemple parfait. Cela montre bien que l'Afrique est non seulement un continent riche en ressources fossiles, mais qu'elle a réussi, ou plutôt qu'elle a aussi les moyens de devenir un leader dans les technologies vertes, ce qui est rare ailleurs, et ce qui est d'ailleurs très peu compris d'ailleurs par les Occidentaux. En explorant les neurosciences et la psychologie de la prise de décision, il apparaît clairement que l'Afrique est dans une position où l'opportunité et la résilience se combinent pour créer une fenêtre de croissance unique. L'esprit d'entreprise ou d'entrepreneuriat africain, façonné par des conditions économiques et sociales parfois précaires, est aujourd'hui au cœur de cette dynamique. Les jeunes entrepreneurs africains ont un sens de l'adaptabilité et même de la persévérance qui est littéralement ancré dans leur mode de pensée et dans leur mode d'action. Et cela, les grands investisseurs le savent pertinemment depuis un certain temps. Dans cet environnement, il est plus simple pour un Africain ou même pour un entrepreneur qui comprend et embrasse cette dynamique de bâtir une fortune, de bâtir un empire. Il ne s'agit pas de suivre des sentiers battus comme en Occident, mais de tracer des voies nouvelles, de redéfinir ce que signifie réussir, innover, là où les autres voient des obstacles. Donc, pour réussir en Afrique, il est essentiel de développer une résilience cognitive, d'être adaptable et aussi de maintenir une forte motivation dans un environnement en pleine ou plutôt en constante évolution. Les neurosciences nous offrent des techniques puissantes et surprenantes pour renforcer ces compétences. Et voici-en quelques-unes. Je vous donne maintenant quelques techniques. Imaginons un entrepreneur africain, appelons-le Daniel pour les besoins de la circonstance, qui lance une start-up dans le secteur agricole, un domaine complexe avec des défis quotidiens. Il y a les changements climatiques, il y a l'instabilité économique, il y a des obstacles logistiques. Mais pour prospérer, il doit faire face à un stress constant et garder la motivation, même dans les moments difficiles. Donc, les neurosciences proposent plusieurs techniques pour renforcer ces qualités. Donc, parlons d'abord du stress inoculé. Donc, renforcer la résilience face à l'inconnu. Donc, le stress inoculé consiste à s'exposer progressivement à des situations stressantes pour entraîner le cerveau à mieux gérer des niveaux de stress plus élevés. C'est une sorte de mithridatisation. Cette méthode est fondée sur la recherche de Donald Meichenbaum, un psychologue qui a étudié l'efficacité du stress contrôlé sur la gestion du stress. Donc, Meichenbaum a travaillé avec des individus en simulant des situations de tension progressivement croissantes. L'étude montre que les participants, une fois confrontés à des situations réelles, réagissaient de manière plus calme, de manière plus maîtrisée. Ils ont appris à garder un esprit clair, même dans des situations de tension. Car leur cortex préfrontal, donc qui est la région du cerveau qui gère les décisions, s'est entraîné à résister aux impulsions du stress. Il faut bien le comprendre. Donc, pour ce chercheur-là, pour Daniel, cela pourrait signifier qu'au lieu d'éviter les moments de tension, il pourrait commencer à les affronter en simulant des situations de risque de manière contrôlée. Créer des scénarios dans lesquels il envisage des crises logistiques, des hausses de coûts imprévues ou même des retards de production. Puis de mettre en place des stratégies pour y répondre chaque fois. Donc, chaque répétition aide son cerveau à voir ces défis comme gérables, augmentant ainsi sa résilience dans les moments de crise. Il faut bien qu'on le comprenne. Maintenant, on va parler un peu plus en profondeur du système de récompense dopaminergique qui joue un rôle central dans la motivation. Donc, un autre pilier de la résilience cognitive est la capacité de maintenir la motivation, même lorsque les obstacles se multiplient. La dopamine, un neurotransmetteur, joue un rôle clé dans la motivation. Les études montrent que la libération de dopamine est déclenchée non seulement lorsque nous atteignons un objectif, mais aussi et surtout lorsque nous faisons des progrès réguliers vers notre destination finale.
Par exemple, il y a une étude, ou plutôt une recherche de Gabriel au MIT qui a montré que les petits succès contribuent à libérer de la dopamine, renforçant ainsi la motivation. Donc, dans cette étude, elle a observé l'activité cérébrale de participants en réalisant des tâches en plusieurs étapes. Donc, chaque petite victoire ou chaque petit accomplissement libérait de la dopamine, renforçant ainsi leur engagement à aller plus loin, à continuer de travailler davantage. Donc, dans le cas de Daniel, cela signifie qu'au lieu de ne se fixer que des objectifs ambitieux à long terme, il pourrait diviser ses objectifs en sous-étapes atteignables. Par exemple, développer un système de suivi pour les récoltes, puis un réseau de distribution local, puis l'exportation vers des marchés internationaux. Donc, chaque étape franchie produit une libération de dopamine, renforçant ainsi sa motivation à persévérer et donc à continuer d'avancer, même face aux difficultés. Je vais maintenant vous expliquer une technique qui va indubitablement vous surprendre. Il s'agit de la cognition contrefactuelle. Elle consiste à imaginer l'inimaginable pour innover. Donc, la cognition contrefactuelle ou encore la capacité à imaginer des réalités alternatives est essentielle pour l'innovation. Des chercheurs ont montré que réfléchir à des et si entre guillemets, aide les individus à explorer des solutions créatives en dehors des sentiers battus. Dans une expérience, ils ont montré que les participants qui pratiquaient cette pensée contrefactuelle trouvaient plus de solutions à des problèmes complexes que ceux qui ne le faisaient pas. Donc pour Daniel, cela pourrait consister à envisager différents scénarios pour son entreprise. Il pourrait se dire, que se passerait-il si les conditions climatiques changeaient brusquement? Que ferais-je si mon principal fournisseur doublait ses prix du jour au lendemain? Et en s'entraînant à imaginer ces alternatives, il ouvre son esprit à des solutions innovantes et devient capable d'adapter son modèle d'affaires en fonction des circonstances et même celles les plus imprévues. Donc cela active également le réseau de mode par défaut, qu'on appelle en anglais le Default Mode Network du cerveau, qui est impliqué dans les pensées créatives et même la réflexion introspective. Maintenant, on va parler du Visual Spatial Training, qui est une technique pour l'adaptabilité cognitive. Donc, la capacité d'adaptation essentielle en Afrique peut être renforcée par l'entraînement visio-spatial. Une étude menée par Eleanor Maguire donc à l'University College London a montré comment les chauffeurs de taxi de Londres qui naviguent dans les rues complexes développaient un hippocampe plus volumineux. Donc, l'hippocampe, c'est la région du cerveau qui est liée à la mémoire spatiale et aussi à la navigation. Donc, cette neuroplasticité leur permettait d'anticiper des itinéraires et de résoudre des problèmes de déplacement de manière plus efficace. Il faut vraiment le comprendre. Donc, pour notre entrepreneur Daniel, cela pourrait signifier intégrer des exercices visio-spatiaux dans sa routine. Il pourrait utiliser des jeux de stratégie, des simulations logistiques ou même, pourquoi pas d'ailleurs, visualiser les processus de sa chaîne de production. Ces exercices qui semblent simples, en réalité, entraînent son cerveau à devenir plus flexible et trouver des solutions spatiales rapidement. Donc, cette agilité mentale est particulièrement utile dans les environnements commerciaux africains où les infrastructures peuvent varier considérablement et nécessiter des ajustements constants. Et s'adapter, c'est la clé même du succès de l'entrepreneuriat. Maintenant, parlons un peu de la puissance du multilinguisme et donc de la diversité culturelle. Une étude publiée dans le Harvard Business Review montre que les individus exposés à des environnements multiculturels et multilingues développent une flexibilité cognitive accrue. Cela signifie que ces gens-là deviennent plus habiles à passer d'une idée à une autre, à adopter des perspectives diverses et à résoudre des problèmes complexes. Donc, le multilinguisme stimule le cortex préfrontal, donc, qui est responsable de la résolution de problèmes et même de la gestion des tâches multiples. Donc, pour notre entrepreneur Daniel, qui travaille peut-être dans une région avec plusieurs langues locales, apprendre ou comprendre ces langues lui permet de s'intégrer davantage dans sa communauté et donc ainsi de mieux comprendre ses clients et d'adapter ses offres. Le multilinguisme ne renforce pas seulement sa capacité à comprendre ses marchés, il accroît aussi sa flexibilité mentale, lui permettant de jongler plus efficacement
avec les aspects culturels et logistiques de son entreprise et donc de son produit ou même de ses services. Maintenant, parlons brièvement de la visualisation multisensorielle pour renforcer les objectifs et on va dire la motivation. Donc, la visualisation multisensorielle est une technique puissante pour ancrer des objectifs dans le subconscient et les rendre plus tangibles. Dans une étude menée par les chercheurs aux États-Unis, deux groupes de participants ont été formés. L'un des participants soulevait des poids, tandis que l'autre imaginait seulement qu'il soulevait des poids. Le résultat, ceux qui n'avaient fait qu'imaginer l'exercice ont tout de même vu une augmentation de leur force musculaire, de leur masse musculaire, presque équivalente à celle de ceux qui avaient soulevé des vrais poids. Donc, cette étude a démontré que le cerveau active des circuits moteurs même lorsque l'action est purement mentale. Il n'arrive pas à faire de différence. Donc, dans le cas de Daniel, il pourrait se visualiser en train de réussir ses projets, non seulement en imaginant le résultat final, mais en utilisant tous ses sens. Imaginer les sons de son entreprise en plein succès, les odeurs d'un marché florissant, le toucher des matériaux utilisés dans des produits. Cette technique engage davantage de régions cérébrales, renforçant ainsi sa motivation et donc son engagement dans son projet. Dans ce cas-là, il est très difficile pour lui d'envisager de laisser tomber si ça ne marche pas. Enfin, parlons du soutien des pairs, qui est fondamental pour réussir dans des contextes dynamiques et imprévisibles. Les neurones miroirs, découverts par les chercheurs Giacomo et ses collègues, sont activés lorsque on observe les actions des autres. Donc, ces neurones permettent de reproduire mentalement le succès et même les comportements observés, renforçant ainsi l'apprentissage social. Donc pour Daniel, s'entourer d'autres entrepreneurs, participer à des groupes de réflexion ou même assister à des séminaires pour, on va dire, l'entrepreneuriat en Afrique, peut renforcer sa propre résilience. En observant d'autres personnes surmonter des défis similaires, il s'approprie, même sans s'en rendre compte, des stratégies de succès et affine ainsi ses propres compétences en gestion du stress et même en innovation. Donc, cette technique, basée sur des découvertes, on va dire, avant-gardistes en neurosciences, permet à tout entrepreneur de transformer ses compétences mentales pour mieux réussir dans son environnement. Dans le cas d'espèces en Afrique. En utilisant le stress inoculé pour renforcer sa résilience, le système dopaminergique pour garder sa motivation, la visualisation multisensorielle pour ancrer ses objectifs, il peut non seulement faire face aux défis, mais aussi prospérer dans un environnement dynamique et en pleine croissance. C'est bien ça le but. Alors, dans la seconde partie, nous allons explorer des stratégies concrètes, des stratégies qui sont méconnues pour maximiser les chances de succès sur le continent africain. Ces astuces pratiques, bien que peu connues, peuvent donner un avantage stratégique important aux entrepreneurs, en particulier ceux qui cherchent à obtenir un financement, à bâtir des réseaux de confiance et surtout à exploiter pleinement les spécificités du marché africain. Utiliser des plateformes internationales, intégrer des stratégies de réseautage et même diversifier les approches de financement sont des clés essentielles pour développer son activité en Afrique avec succès. Donc, l'un des moyens les plus puissants dans ce cas est souvent, on va dire, sous-utilisé par les entrepreneurs africains est le financement participatif international. Si l'on regarde les tendances de ces dernières années, les plateformes de financement participatif sont devenues un levier important pour les entrepreneurs. Non seulement elles permettent de lever des fonds rapidement, mais alors vraiment rapidement, mais elles facilitent aussi l'accès à des ressources auprès d'investisseurs privés et même de particuliers, y compris ceux situés en dehors du continent africain. Il faut bien que les gens s'en rendent compte. Je vais prendre l'exemple de Crowdcube et de Seed, qui ont d'ailleurs fusionné récemment. Ce sont deux grandes plateformes européennes de financement participatif qui ont, comme je l'ai dit, récemment fusionné pour devenir Republic Europe. Donc, qui est une plateforme qui permet aux entrepreneurs d'accéder à des investissements dans toute l'Europe. Mais cette fusion a encore élargi l'éventail des options pour les entrepreneurs africains. Il est important de noter que pour bénéficier de cette plateforme, il est parfois avantageux d'incorporer une entreprise en Europe
ou dans un autre pays occidental, hein, comme le Royaume-Uni, là où le processus est relativement simple et rapide. En créant une société enregistrée au Royaume-Uni, un jeune Africain peut bénéficier de toute l'infrastructure financière et donc de la réglementation favorable de la région, tout en opérant principalement en Afrique. Il faut bien le comprendre. Donc, ce modèle permet en réalité d'accéder à un vaste bassin d'investisseurs internationaux. Donc, personnellement, j'ai accompagné une dizaine d'entreprises africaines dans cette démarche, leur permettant ainsi de lever des fonds sur des plateformes occidentales, tout en opérant exclusivement sur le marché africain. C'est bien possible et c'est très simple d'ailleurs. Donc, c'est une stratégie gagnante, hein, pour attirer des capitaux étrangers sans devoir se plier à des barrières administratives parfois complexes sur le continent. Ensuite, il y a des plateformes africaines, hein, de financement participatif telles que Afrique Start et même Thunder Fund qui répondent spécifiquement aux besoins des entrepreneurs locaux. Mais ces plateformes ont l'avantage de cibler directement un public africain, souvent intéressé par le développement de projets qui ont un impact local. Donc, elles permettent aussi d'établir des partenariats avec des bailleurs de fonds locaux et même des membres de la diaspora africaine qui jouent également un rôle, on va dire, très important. Cette approche est efficace pour les entrepreneurs qui souhaitent développer un réseau de financement local tout en se connectant aux ressources de la diaspora africaine, laquelle est de plus en plus impliquée dans le soutien financier aux initiatives africaines. Et je ne peux que les exhorter à continuer davantage. Un autre secret pour réussir en Afrique est de bâtir un réseau de confiance et donc d'influence solide. Dans un environnement où la confiance joue un rôle crucial, il est essentiel de se connecter avec des individus et des organisations ayant des positions stratégiques. Il est vraiment essentiel. La neuroscience de la confiance montre que les relations de confiance se forment grâce à des contacts répétés et donc à des échanges significatifs. Cela peut se traduire par des rencontres régulières avec des partenaires commerciaux ou même, hein, des collaborations avec des mentors locaux ou encore l'organisation d'événements qui permettent eh bien, de rassembler d'autres entrepreneurs. Il est vraiment essentiel. Donc, pour notre entrepreneur africain, Daniel, qui donc entreprend dans l'agriculture, dans la première partie, cela signifie que pour obtenir de bons partenariats locaux, il pourrait organiser des événements de réseautage ou même des ateliers pratiques dans sa région. Donc, ces rencontres renforcent les liens et posent ainsi les bases de partenariats plus solides dans le futur. Donc, en observant ce que les autres entrepreneurs et même les autres investisseurs recherchent, Daniel peut ajuster son approche, trouver des solutions, trouver de nouveaux contacts et même renforcer sa crédibilité et donc la crédibilité de son entreprise. Par ailleurs, pour se démarquer, il est utile d'adopter une stratégie de flexibilité du modèle d'affaires. Donc, contrairement à d'autres régions où les modèles d'affaires sont souvent figés, l'Afrique offre un environnement plus dynamique où l'innovation continue est un véritable atout. Les entreprises qui savent adapter leur modèle en fonction des besoins changeants du marché africain ont souvent une longueur d'avance sur les autres, qui sont plutôt, on va dire, inertes. Par exemple, hein, si le modèle initial de Daniel reposait sur la vente directe, il pourrait pivoter vers un modèle de distribution via des intermédiaires, ou encore, on va dire, diversifier son offre en ajoutant des produits ou même des services complémentaires. Donc, cette flexibilité permet de répondre aux fluctuations économiques et donc de maximiser les opportunités dans des secteurs en pleine croissance. Donc maintenant, un aspect encore peu exploité par les entrepreneurs africains est l'accès aux incubateurs et même aux accélérateurs d'entreprises présents sur le continent. Des programmes comme AfroLabs, METS Africa offrent non seulement des financements, mais aussi un soutien en mentorat, en formation et en réseautage. Ces programmes sont particulièrement intéressants pour les jeunes entreprises, hein, qui ont besoin d'un accompagnement stratégique dans leurs premières étapes de développement. Donc, si je prends l'exemple de MEST Africa, il dispose d'un réseau d'entrepreneurs et de mentors expérimentés qui peuvent aider les startups africaines à structurer leur activité et donc ainsi même à lever des fonds sur le continent. Ces incubateurs facilitent ainsi les connexions avec
des investisseurs étrangers qui sont en recherche d'opportunités, on va dire, florissantes sur le continent. Donc, une autre astuce peu connue, mais extrêmement puissante, est de tirer parti des opportunités offertes par les financements non dilutifs, c'est-à-dire des fonds qui n'obligent pas les entrepreneurs à céder une partie de leur capital en échange de leur financement. C'est ça qu'on appelle les fonds non dilutifs. Donc, ces fonds proviennent souvent de programmes de subvention, de concours entrepreneuriaux ou même de fonds d'aide internationale. Donc, par exemple, hein, la Banque mondiale, la Fondation Bill and Melinda Gates et même l'Union européenne hein, d'ailleurs offrent régulièrement des subventions et des appels à projets pour financer des initiatives en Afrique. Donc, Daniel pourrait s'inscrire à ces programmes en présentant son projet agricole comme une initiative ayant un impact social et environnemental positif. Je rappelle au passage que je suis conseiller hein, de l'Union européenne dans ce cadre-là de sélection des startups, pas seulement africaines, mais mondiales. Donc, pour obtenir ces financements non dilutifs, il est crucial de savoir présenter son projet sous un angle d'impact social et montrant comment il contribue au développement économique, social et même environnemental de sa région. Cela implique de formuler des objectifs clairs, mesurables et alignés avec les priorités des donateurs. Donc, les projets agricoles comme celui de Daniel, qui favorisent la sécurité alimentaire, la création d'emplois et même la durabilité, sont souvent bien accueillis hein, dans les appels à projets internationaux, y compris dans ceux de l'Union européenne que je passe le temps généralement à analyser. Donc, l'utilisation des réseaux sociaux et même des plateformes digitales est une autre technique hein, sous-estimée pour développer son entreprise en Afrique. Donc, vous allez sur LinkedIn, vous allez sur Twitter, vous allez sur des plateformes comme VC4 Africa qui vous permettent aux entrepreneurs de se connecter avec des investisseurs potentiels, des partenaires et même des clients. Donc, ces réseaux sont particulièrement utiles hein, pour se faire connaître et même pour démontrer la valeur ajoutée de votre entreprise à une audience internationale. Donc, Daniel hein, pourrait, par exemple, partager ses progrès, partager ses réussites, partager les témoignages de ses clients sur ces plateformes, attirant ainsi l'attention d'investisseurs étrangers qui s'intéressent aux innovations agricoles en Afrique. Surtout que ces plateformes-là, il est gratuit de les utiliser. Et je pense même qu'avec le temps, elles vont devenir payantes. Donc enfin, un dernier secret pour réussir en Afrique est de maîtriser l'art du storytelling. En Afrique, les gens se connectent émotionnellement au récit et les entreprises qui racontent leur parcours de manière authentique et engageante créent des liens solides avec leur public, ce qui est un facteur essentiel du succès. En expliquant pourquoi il a lancé son entreprise agricole, les obstacles qu'il a surmontés et la vision qu'il a pour l'avenir, Daniel peut inspirer et attirer des clients, attirer des partenaires et des investisseurs. Les études montrent que le storytelling active des régions cérébrales liées à l'empathie et donc à l'engagement, renforçant ainsi la perception de crédibilité et même de proximité. Donc, cette combinaison d'outils financiers, de stratégies de réseautage, de techniques de communication peut transformer l'expérience de tout entrepreneur en Afrique. En exploitant ces astuces, les entrepreneurs peuvent non seulement surmonter les obstacles, mais aussi, mais aussi tirer profit des immenses opportunités qui s'offrent actuellement sur le continent. Eh bien, pour conclure cet épisode, je vous ai révélé que l'Afrique est aujourd'hui l'une des terres les plus fertiles pour construire une fortune, construire un empire industriel et réussir dans l'entrepreneuriat. En combinant des techniques neuroscientifiques, de résilience, d'adaptabilité, de motivation, avec des stratégies pratiques de financement, de réseautage, les entrepreneurs peuvent transformer les idées, peuvent transformer des défis en opportunités. Donc, l'Afrique, avec sa jeunesse dynamique, ses ressources abondantes et son potentiel d'innovation, est un terreau unique pour ceux qui savent se préparer, pour ceux qui savent prendre des risques calculés, pour ceux qui savent adapter leur modèle d'affaires. Rappelez-vous, réussir en Afrique ne repose pas seulement sur le capital financier, mais aussi et surtout sur des qualités humaines, des stratégies subtiles, bien appliquées, qui, eh bien, comme ça, peuvent emmener à des résultats spectaculaires. C'est maintenant ou jamais pour saisir ces opportunités. Je vous dis bonne chance et à bientôt pour un nouvel épisode.